Pour ceux qui considèrent que l'or physique est un bon support, voire le meilleur support d'épargne et de protection de son patrimoine, parler d'ETF relève du crime de lèse-majesté. Pour d'autres qui voient l'investissement de manière plus large, plus diversifiée et qui sont prêts à expérimenter toutes les options susceptibles d'accroître la résilience de leur capital face aux crises, les ETF ne sont qu'une des nombreuses catégories d'actifs à disposition, avec leurs défauts et leurs qualités, enfin dans ce cas, surtout leurs défauts. Petite parenthèse, si vous souhaitez approfondir votre culture économique, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Alors, les ETF sur l'or sont-ils un bon investissement? C'est le sujet du nouvel épisode de Banco. Qu'est-ce qu'un ETF sur l'or? Si on s'en tient à la simple définition officielle, ces 3 lettres signifient Exchange Trading Fund, ce qui pourrait être traduit dans la langue de Molière par quelque chose comme fonds négociable sur les marchés boursiers. Quand on a dit ça, on n'est pas plus avancé. En fait, un ETF est un tracker, c'est-à-dire un titre émis par un fonds d'investissement qui possède physiquement un actif marchand et qui en vend, non pas des parts, mais plutôt le droit de bénéficier des performances de cet actif. En clair, quand vous achetez ce genre de produit, vous ne devenez pas propriétaire d'une partie du bien sous-jacent, mais vous obtenez le droit à percevoir un rendement équivalent à la performance éventuellement réalisée par le bien en question sur les marchés. Performance qui peut bien évidemment être négative. Acheter des ETF sur l'or revient donc à parier sur une augmentation de la valeur de l'or sans jamais en posséder réellement le moindre petit gramme. D'ailleurs, ce serait très difficile pour les émetteurs d'ETF de concéder à chacun de leur investissement la part d'or physique correspondant réellement à ce qu'ils ont payé, car la plupart de ces fonds ne disposent en réalité que d'une toute petite partie du métal précieux qu'ils ont proposé en support de ces titres. L'astuce, c'est qu'on peut vendre autant de contrats distincts que l'on veut sur les mêmes quantités d'or réellement détenues, chaque titre papier ayant finalement la valeur de la quantité d'or théoriquement concernée. C'est pour cela que l'on qualifie aussi ces produits d'or papier. Cet or papier, appelé aussi parfois or métal non alloué, recouvre donc un ensemble de produits financiers qui permettent juste de spéculer en bourse sur les mouvements du prix de l'or, sans jamais détenir la moindre once de métal physique. En plus des ETF, on va ainsi retrouver une multitude de supports très différents, qui sont autant de contrats portant sur des échanges virtuels. Contrats futurs de COMEX, swaps sur l'or, leasing, contrats forwards ou encore tous les titres portant sur l'or non alloués émis par les banques adhérents à la LBMA, la London Bullion Market Association. Le point commun de tous les produits de cette classe d'actifs, c'est qu'ils ne font que refléter l'état du marché de l'or sans pour autant correspondre à une quelconque quantité de métal réellement disponible auprès des émetteurs. Au passage, signalons que les ETF sur l'or sont en réalité ce que l'on appelle des ETC pour Exchange Trading Commodities, qui portent donc sur des commodities, c'est-à-dire des matières premières cotées en bourse à travers des contrats à terme. Autant dire que ce sont donc des outils plutôt risqués. Quels sont les principaux problèmes des ETF sur l'or? Alors des produits risqués, les marchés financiers en regorgent. C'est même là-dessus que se fonde la majeure partie de la rentabilité financière. Plus c'est risqué, et plus c'est susceptible de rapporter gros. A contrario, plus le placement est garanti, et plus il y a de chances que le rendement soit faible, voire nul. Après, c'est à chacun de déterminer sa tolérance au risque et d'arbitrer la répartition de son patrimoine en fonction de ses objectifs notamment. Sauf que l'or papier présente 2 gros inconvénients. Le premier, c'est que lorsqu'on achète ce genre de produit, on l'a dit un peu avant, on ne possède pas réellement de l'or, mais plutôt une sorte de droit général sur une quantité de métal donné. Pour dire les choses plus crûment, alors que l'acheteur d'or physique détient un poids de métal parfaitement tangible, concret, inaliénable, l'investisseur en or papier, lui, il possède simplement du papier. Et ça fait pas tout à fait le même bruit. C'est par exemple la grande différence qu'il y a avec l'autre valeur refuge si chère aux yeux des Français, à savoir l'immobilier locatif, et qui peut lui aussi se négocier sous forme de titre. On appelle ça la pierre papier, et justement on a voulu un peu trop vite considérer que l'or papier, c'était un peu la même chose. Sauf que non, il n'y a aucun point commun entre les deux. Là où les titres de pierre papier, comme les SCPI par exemple, confèrent aux détenteurs un véritable droit de propriété sur une partie d'un bien immobilier parfaitement réel, l'or papier ne donne strictement aucun droit sur quelque parcelle de métal que ce soit. C'est uniquement virtuel et on verra un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est très dangereux pour les investisseurs. L'autre problème, c'est que la valeur de l'or est en grande partie liée à sa rareté. Or, et c'est le cas de le dire, plus les banques émettent d'or papier et plus elles pénalisent l'or. Car pour déterminer la quantité du métal précieux en circulation, et donc sa valeur, les marchés financiers ont décidé de tenir compte non seulement des stocks d'or physique, mais aussi de tout l'or virtuel des ETF. Et comme cet or théorique a depuis très longtemps dépassé les stocks réellement disponibles, les cours sont aujourd'hui très loin de refléter la valeur réelle de l'or physique, mais ça,
Nous aurons l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine vidéo Banco. Pourquoi les ETF sur l'or sont-ils risqués? On pourrait se dire que ces défauts sont suffisamment rédhibitoires pour que, même du point de vue des investisseurs les plus téméraires et les plus tolérants au risque, un produit financier qui risque de perdre de la valeur à mesure qu'il est émis, c'est loin d'être un investissement intéressant. Et pourtant, le succès des ETF sur l'or ne s'est jamais démenti depuis leur création en 1978. Au point qu'aujourd'hui, l'or papier représente plus de 200 fois la quantité réelle d'or physique échangé. En effet, chaque année, les transactions d'or physique sur les marchés financiers représentent environ 50 milliards de dollars, plus ou moins suivant les fluctuations monétaires, un chiffre à mettre en perspective avec les quelques 10 000 milliards de dollars en or papier qui changent de main durant la même période. Au niveau des quantités, c'est pareil. On est passé de 84 millions d'onces d'or papier échangées en 1978, soit l'équivalent de 2600 tonnes, ce qui correspondait plus ou moins à la production annuelle mondiale d'or physique à l'époque, à près de 8 milliards d'onces aujourd'hui, soit 250 000 tonnes. On parle bien ici d'or imaginaire, invisible, inexistant, très loin des 3200 tonnes qu'on arrive encore péniblement à extraire des sols chaque année. Le pire, c'est que beaucoup d'investisseurs pensent avoir réellement acheté de l'or avec ces ETF. Mais si, à l'occasion d'une grave récession économique par exemple, et il paraît qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça dans les 2 prochaines années, une partie des détenteurs d'ETF d'or décidaient de convertir leur titre en métal sonnant et trébuchant, il y a de gros risques pour que seuls les premiers arrivés au guichet puissent être servis. Récemment, la LBMA a calculé la quantité annuelle d'or papier émise par les banques et cela représente 1 500 000 tonnes contre 100 tonnes d'or physique réellement en leur possession. En clair, cela signifie que pour 15 000 détenteurs d'or papier, un seul peut espérer récupérer réellement de l'or en échange de son titre. C'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie, lequel n'existe bien évidemment pas avec l'achat d'or physique. Chez Veracash par exemple, 100% de la valeur indiquée sur votre compte correspond à des onces d'or parfaitement réelles et tangibles qui vous appartiennent en propre et en totalité. Cet or est juste conservé en votre nom, à l'abri des risques et des altérations naturelles, au sein des coffres sécurisés, mais vous pourrez bien évidemment demander à le percevoir chez vous en perdant bien sûr tous les avantages de sécurité et de liquidité immédiate conférés par le système Veracash. Finalement, les ETF, bonne idée ou mauvais plan? On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, à part si on veut s'amuser à parier sur les cours comme on jouerait au loto ou au tiercé, les ETF sur l'or n'ont que peu d'intérêt. En tout cas pour celui qui veut acheter de l'or. Si on décide d'investir dans l'or, c'est d'abord parce qu'on a une optique à long terme. Et surtout, qu'on vise la sécurisation du pouvoir d'achat de son capital. Il existe beaucoup d'autres produits permettant de spéculer et dont la caractéristique est de ne pas s'appuyer sur d'actifs tangibles. Donc, d'avoir un potentiel d'évolution à la hausse théoriquement infini. Mais à la baisse aussi. Avec l'or, c'est différent, puisque, comme on l'a déjà dit, l'essentiel de sa valeur réside dans sa rareté. Alors forcément, si on augmente continuellement la quantité disponible, même si elle est uniquement virtuelle, on ne peut que mécaniquement en faire baisser le cours. Il y a bien des contrats qui gagnent de l'argent sur des périodes bien précises, mais ils reposent sur un effet de levier qui peut très vite coûter très cher si la tendance inverse. Et surtout, là où l'acheteur d'or physique aura toujours quelque chose de tangible à négocier dans n'importe quelle circonstance, avec la garantie de préserver la capacité marchande de son capital sur le long terme, quelle que soit la situation économique, le possesseur d'ETF, quant à lui, n'aura acheté que du vent. Et en cas de crise, voire de krach financier par exemple, il se retrouvera comme tous les autres investisseurs en bourse qui auront négligé les actifs tangibles au profit des titres spéculatifs, c'est-à-dire complètement ruinés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura un peu plus éclairé sur cette question des ETF, même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, des questions, des remarques ou des idées de sujets. N'hésitez pas à nous les soumettre en commentaire sous cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous également à notre chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. D'ici là, à très vite.